L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ici en plateau pour parler de la fin de ces Jeux Olympiques et qui de mieux qu'un athlète qui y a participé, Maximilien Drion. Bonsoir Maximilien. Bonsoir Marine, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, tu rentres tout juste de ces Jeux Olympiques, ça s'est passé comment ? Le retour, d'accord. Moi j'étais hier à la cérémonie à Vérone et puis j'ai dormi à Milan dans le village olympique cette nuit, et puis ce matin, relax, profiter des dernières heures avec la Team Belgium, donc mon équipe, et puis ensuite j'ai pris le train pour rentrer. J'ai ma valise avec moi, Tu viens d'arriver. Je viens d'arriver. Est-ce que tu as pu y suivre les dernières épreuves de ces Jeux Olympiques, un peu profiter justement de ce village olympique à Milan ? Surtout à Bormio. Moi j'étais basé à Bormio pour le ski alpinisme, et donc moi j'avais ma course le jeudi et je suis resté à Bormio jusqu'au dimanche, donc j'ai pu suivre le relais mixte le samedi et aussi profiter un peu de ce que le village olympique offre et passer du temps avec les autres athlètes aussi. Et est-ce que tu sais combien de médailles a eu la délégation suisse, Est-ce que tu as 23 médailles ? Exactement. Un record battu pour la délégation suisse lors de ces Jeux Olympiques d'hiver. Et puis pour la Belgique ? Belgique, on a eu une médaille en relais mixte en short track au début des Jeux. Imbattable, tu sais, t'as tout suivi. Les Suisses, 6 en or, 9 en argent et 8 en bronze, avec la meilleure équipe, celle du ski alpin, qui a remporté 9 médailles. Maximilien, souvent tu montes les pistes plutôt en ski alpinisme. Est-ce que tu fais des entraînements quand même spécifiques en piste, en descente ? Oui, ça arrive assez régulièrement quand même, parce qu'en sprint, donc la discipline qu'on a eu aux Jeux Olympiques, on a une descente quand même sur piste avec des portes de géants qui sont tracées. Là, c'est des virages un peu relevés, donc c'était quand même un peu différent aussi. Mais oui, savoir passer les piquets, c'est aussi important pour notre sport. Après, quand même, la plupart de mes entraînements, quand je m'entraîne, je fais les descentes hors piste pour m'amuser un peu plus et préparer d'autres courses qui ont lieu dans l'hiver. D'autres médailles de la délégation suisse ont été remportées lors de ces derniers jours, notamment en curling, mais une médaille historique de Nadia Kellin, qui est la première fondeuse suisse à remporter une médaille. Maximilien, le ski de fond en classique, ça ressemble un petit peu au ski alpinisme. T'en fais un petit peu ou pas du tout ? Du ski de fond, pas du tout. Mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention les 2 épreuves de 50 km et j'étais surpris de voir le dénivelé qu'ils avaient. Ça faisait que monter ou descendre. Et par moments, on avait l'impression de regarder du ski alpinisme tellement que les vitesses ou le mouvement paraissaient similaires. On a parlé du phénomène Johannes Klebe. Il a gagné 6 médailles d'or et certains disaient lors de son sprint, il a mis une avance folle à ses poursuivants. Ils disaient s'il fait du ski alpinisme, il peut les battre. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est des sports différents. C'est vraiment compliqué de faire des pronostics. Nous, c'est vraiment un effort qu'on fait régulièrement, c'est sprint en montée, ski au pied. On a des skis quand même plus lourds, on a des chaussures un peu différentes aussi, on a des bâtons plus courts. Et puis on a aussi les pots qui freinent un peu plus que... Peut-être la technique aussi. La technique qu'il avait lors de son sprint est très proche de ce qu'on a aussi lorsqu'on court avec les skis. Mais je sais que certains, dans Thibaut Anselmet, le Français qui a fait 2 médailles en ski alpinisme aux Jeux, s'entraîne régulièrement avec les meilleurs fondeurs français. Et sur des sprints assez courts, il arrive à rivaliser avec ses athlètes. Donc je pense qu'on est des bons athlètes aussi. Ça, on n'en doute pas. Et ces Jeux Olympiques, ils ont été également marqués par plusieurs nouveautés, avec des ajouts de nouvelles épreuves, mais aussi d'un nouveau sport, un seul nouveau sport, le ski alpinisme, qui a fait ses débuts donc, à ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina en 2026. En tant qu'athlète qui fait ce sport-là, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ça représente beaucoup de choses. Ça représente un cap supplémentaire pour notre sport. Jusqu'à quelques semaines, on parlait des jeux, on parlait de notre entrée au jeu, mais c'était pas encore vraiment concret. Là, c'est vraiment devenu concret et ça nous permet aussi de se sentir inclus dans cet événement incontournable et nous projeter aussi vers la suite. Donc là, on attend le mois de juin pour avoir la confirmation qu'on est bien en 2030 aussi et savoir quelle discipline on aura. Donc là, on a eu le sprint et le relais mixte à Bormio. On espère avoir aussi la course individuelle qui représente un peu plus le ski alpinisme et le sport que monsieur, madame, tout le monde peut faire. Et cette décision-là est prise au mois de juin, donc on attend avec impatience. On va parler des disciplines juste après. Est-ce que vous avez ressenti une différence en tant qu'athlète de ski alpinisme au niveau des médias et puis de l'attention qui était portée sur vous ? Oui, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de médias, ça c'est clair. Après, on était aussi le nouveau sport, donc ça faisait déjà parler de nous. L'ambiance était vraiment incroyable, c'était sold out. Je crois que le seul sport au JO où les épreuves étaient sold out. Donc, il y avait, je crois, 7000 spectateurs pour les 2 jours de course. Quand je discutais avec certains photographes ou certains bénévoles, ils trouvaient qu'il y avait plus d'ambiance pour le ski alpinisme que pour le ski alpin les jours précédents. Donc, et puis nous, on l'a vécu aussi. Moi, j'avais les larmes aux yeux régulièrement durant la matinée avant mes épreuves. Dès que j'apparais sur l'écran ou dès que je marchais devant les gradins, il y avait tous mes amis et ma famille qui étaient là et j'entendais mon nom être crié. Et donc, c'était vraiment des frissons que je ne suis pas prêt d'oublier. Et cet attrait médiatique, est-ce qu'on y est préparé en tant qu'athlète ? Est-ce qu'on vous a préparé à cette nouveauté finalement ? Je pense que certains athlètes sont naturellement plus à l'aise devant les médias que d'autres. Certains aussi ont appris leur sélection plus tôt que d'autres. Donc ça fait aussi une grande différence dans la préparation. Moi, avec les médias, j'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les médias qui me suivent et régulièrement avant chaque compétition et après chaque compétition, je fais un auto-interview de moi-même et je leur envoie ça et puis l'utilise ou l'utilise pas. Mais au moins, je passe pas oui, ça te permet plusieurs heures gagner après de les l'énergie compétitions aussi, pour répondre à chacun des interviews. Et là, aux Jeux Olympiques, justement, il y a beaucoup de médias avec qui j'avais entretenu cette bonne relation qui ont communiqué sur moi, qui ont créé un peu de l'engouement autour de ma participation aux Jeux et qui étaient présents aussi pour certains aux Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment très chouette de les voir aussi avancer avec moi. Ça te permet d'avoir un gain d'énergie, enfin de moins perdre d'énergie justement avec les médias après les courses ou même avant les courses. Oui, vraiment, c'est ça le but, c'est être le plus visible possible, mais utiliser le moins d'énergie possible pour ça. Donc c'était vraiment ça le but de ce groupe WhatsApp et de ce moyen de communication. Nous allons maintenant s'intéresser à ton parcours olympique, mais avant ça, on passe une courte page de publicité. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. Première expérience aux Jeux Olympiques, pourtant ça n'a pas super bien commencé. Explique-nous ta mésaventure. Oui, donc en fait j'ai appris 3-4 jours avant la semaine d'ouverture que j'allais être le porte-drapeau. J'avais déjà pris mes billets, j'avais déjà organisé tout mon voyage pour aller à Milan, parce que j'avais prévu d'aller à Milan pour la semaine d'ouverture. Mais voilà, j'avais la compétition 10 jours plus tard, donc je voulais quand même passer le moins de temps sur place possible et partir l'après-midi à Milan, faire la cérémonie, dormir sur place et prendre le premier train le matin pour revenir ici, pour pas être trop pris dans l'engrenage des JO et de rester dans ma bulle le plus longtemps possible. Et voilà, le
le train que je devais prendre était annulé et donc le train suivant était trop tard. Prendre un lit en voiture ou prendre un taxi, c'était impossible aussi. J'allais arriver trop tard parce qu'il fallait que j'aille d'abord au village olympique faire l'accréditation Pour pouvoir pour ensuite aller à la accéder. semaine d'ouverture. Et il fallait qu'on soit en place déjà un certain temps avant. Et donc voilà, assez rapidement, le chef de mission de l'équipe belge m'a dit ouais, désolé, ça va Ça pas va le pas le faire. faire. Sur le moment, très déçu. Ah ouais, sur le moment, très déçu. Quand t'es prêt, toute ta famille est prête à se mettre devant la télévision pour te voir défiler, c'était très dur. Après, voilà, j'ai coupé mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient pour voir vraiment savoir ce qui se passait, qui voulaient voir s'ils pouvaient m'aider. Il y a des hélicoptères qui étaétaient prêts à voler. Il y avait plein d'options, mais non, c'était juste pas faisable en termes de timing. Et donc assez rapidement, je suis rentré à Vercorin et puis voilà, j'ai continué ma préparation pour les Jeux. Et puis ouais, j'avais vraiment des bonnes sensations qui commençaient à revenir parce que j'ai eu un mois de janvier un peu en deçà de mes attentes. Et début février, vers le 8-10 février, justement, au début de la période des Jeux, je recommençais à avoir de très bonnes sensations. Et du coup, là, je me suis concentré sur ça, sur mes épreuves qui arrivaient bientôt. C'était un choix de revenir ici à Vercorin et de partir justement directement à Bormio. On ne pouvait pas partir directement à Bormio parce que les logements étaient tous occupés par les athlètes hommes en ski alpin. Et donc on pouvait seulement arriver en fonction des places disponibles, soit le 16, soit le 17 février, pour la première course qui était le 19. Donc j'avais d'office 10 jours où il fallait que je trouve un endroit où aller. J'aurais pu rester à Milan au village olympique, mais pour skier, c'est pas le meilleur C'est pas endroit. idéal. Et du coup, voilà, dans ma bulle, j'étais mieux À la maison. à la maison à Vercorin. Parlons de l'avant Jeux Olympiques. Quels étaient tes objectifs ? Mes objectifs étaient d'obtenir une médaille à ces Jeux Olympiques. Ces 2 dernières années, j'ai obtenu de nombreux podiums en sprint, donc le format olympique. Je fais 5 podiums, 5 fois 3e. Donc voilà, je savais que j'étais capable de faire un podium et mes sensations étaient vraiment bonnes les jours avant la course. Donc j'étais vraiment confiant De ta d'être forme, hein. capable de l'obtenir. Tu l'as dit à d'autres médias, tu étais dans la meilleure forme de ta vie selon toi ? Oui, j'étais vraiment... Tout était parfait, mais même encore la veille de la course, je dormais extrêmement bien. J'étais stressé, mais voilà, comme stressé, plus de l'excitation que de la nervosité. Les sensations étaient très bonnes, tout était prêt. Et voilà, j'étais juste trop content d'être là et d'être au départ. Il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est des émotions qui me poussent à donner le meilleur de moi-même. Malheureusement, tu as été éliminé en demi-finale. Oui. La déception, elle était immense, j'imagine. Ouais, au début, j'étais un peu incrédule face aux conditions. Ben là, Oui. C'est les conditions météo qui ont... Ouais, mais vraiment, il neigeait extrêmement fort. Le matin, ça allait encore, c'était une neige encore assez froide, mais l'après-midi, malgré la hausse de température, on a continué à avoir de la neige. Et c'était vraiment la neige extrêmement humide. Donc, sous les peaux, cette neige très humide, assez rapidement, elle vient faire des sabots. Et voilà, sur un sprint comme ça, on doit courir avec les skis aux pieds à 12-15 km/h. Dès qu'on a la neige qui s'accumule, c'est de plus en plus difficile. Et du coup, j'arrive en bas de la première transition, je me dis yes, je mets les skis sur le sac. J'ai plus besoin de mes pots de phoque pour monter. Mais quand j'ai voulu mettre mes skis ensemble, j'avais 10 cm de neige sous chaque ski. Donc impossible de mettre les skis ensemble, de les mettre sur le sac pour courir. Donc voilà, je perds énormément de temps en bas de la transition. Ensuite, j'arrive à quand même mettre les skis sur le sac, continuer à monter. Et puis au moment où j'arrive dans cette dernière zone de transition... Ça, c'est en haut des escaliers. Ça, c'est en haut de la montée. Là, on vient de retirer nos pots de phoque et on s'apprête à descendre. Et dans cette zone-là, j'arrive, j'ai justement le bloc de neige, le sabot qui se décolle de ma peau et du coup, je gagne un peu de la vitesse alors que je m'attendais à freiner. Et du coup, je perds l'équilibre et je tombe en arrière. C'était vraiment un sketch pas possible, cette course. Mais voilà, je termine 9e de cette épreuve. Clairement un peu loin de ce que j'espérais. Et puis voilà, j'ai la frustration aussi parce que ce qui m'a pénalisé, c'était pas un manque de jambes, un manque de forme. C'était vraiment ce matériel qui m'a freiné durant la course. Donc là, je reste un peu sur ma faim. Et alors, il y avait plusieurs athlètes. Comment on explique ces peaux qui collent peut-être plus chez toi que chez un autre, ou si c'était chez tout le monde ? On est beaucoup à avoir eu ce souci. C'était vraiment, comme je disais sur les réseaux sociaux, c'était vraiment la loterie. Certains ont farté leur peau, n'ont pas eu de problème. D'autres ont farté leur peau, ont eu des problèmes. Certains n'ont pas farté du tout et n'ont aucun souci. Donc en quart de finale, j'avais les mêmes peaux qu'en demi, il n'y avait aucun problème. Donc voilà, c'était vraiment
vraiment dur d'anticiper ou de faire quelque chose de différemment parce que j'ai fait la même chose en quart et en demi. Et en quart, ça m'allait nickel et en Mais tu demi. ne pouvais pas anticiper ce problème-là à ce moment-là. Ouais. Deux Suisses s'étaient engagés. Il n'y a pas eu de médaille non plus. Est-ce que tu les imaginais favoris ou bien vous imaginiez sur le podium? Jon Kistler et Arnaud Lieta étaient clairement aussi parmi les favoris. Ils avaient gagné, ils ont fait premier et deuxième sur la première Coupe du Monde de l'hiver. Et ils ont aussi chacun remporté leur demi-finale. Donc quand on remporte la demi-finale, En général, on se dit qu'en finale, on peut en tout cas faire aussi bien. Mais les deux ont malheureusement connu des problèmes aussi en finale. Je ne suis pas sûr avec les Dans pots, les mais en tout cas dans les transitions. Mais est-ce que c'est justement assez neige qui s'accumulait sur les skis? Je ne sais pas. Mais voilà, Jon s'est rattrapé 2 jours après en relais mixte en prenant une médaille d'argent. Donc je pense qu'il est quand même ravi de ces Jeux. exactement, avec la grande dame du ski alpinisme cette année, Marianne Faton. Je dis cette année, mais elle a déjà gagné la médaille d'or au championnat du monde. Et cette fois, les Jeux Olympiques, elle est présente le jour J. C'est assez impressionnant selon toi? Ouais, c'est assez impressionnant parce que je crois qu'elle n'avait pas fait de podium jusqu'à présent cet hiver. Émilie semblait imbattable. Émilie Arop, la Française, semblait imbattable. Elle dominait chacun des sprints. Et ouais, malheureusement pour Émilie, a fait quelques petites erreurs dans certaines transitions. Mais je pense qu'Émilie s'attendait à être loin devant dès le début. Et puis voir que Marianne arrivait à s'accrocher a dû lui mettre un petit stress supplémentaire. Et ce qui a aussi engendré peut-être ces erreurs. Mais oui, Marianne a eu la capacité d'être au top de sa forme et de se surpasser. Je pense qu'elle ne s'attendait pas non plus à cette médaille d'or. Toi aussi, tu as fait une médaille au championnat du monde de vertical, l'argent. Est-ce que c'est le plus grand succès que tu aies accompli jusqu'à présent? J'ai fait 2 fois médaille d'argent au championnat du monde, en 2025 à Morgin et en 2023 à Boitaoul en Espagne. Mais je ne sais pas si c'est mon plus grand succès. Moi, je mettrais quand même cette deuxième place dans mon top 3 de mes meilleurs souvenirs. Meilleurs souvenirs, je ne sais pas, mais cette journée-là avait été très particulière. Ma copine qui était avec moi à Morgin s'était blessée le matin, était héliportée à l'hôpital, s'était perforé le rein. Et puis moi j'avais la course après-midi et du coup est-ce que je vais avec elle à l'hôpital, est-ce que je me concentre sur ma course? Donc c'était beaucoup d'émotions ce jour-là, surtout après la course, et de penser à elle. Finalement, tout s'est bien passé, tu as fait les bons choix. J'ai fait le bon choix, oui, mais c'était pas une journée facile. Les Jeux, ça se vit pas souvent lors d'une carrière, et qu'on essaye d'en profiter un maximum. Tu as dit que tu as pu voir d'autres sports un petit peu à Bormio. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aurais voulu voir et que tu n'as pas pu? Tous les sports, je les ai vus à télévision. Ça, c'est en tout cas une chose que j'ai fait. En général, j'adore regarder le sport à télévision. Donc, que ce soit le ski de fond, le ski alpin, le biathlon ou les sports de glace, parce qu'il y a beaucoup de Belges engagés dans les sports de glace, short track et patinage de vitesse. Donc, j'ai beaucoup suivi leurs performances aussi. Mais oui, non, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur le terrain pour voir d'autres sports. Mais finalement, tu as pu quand même participer à la cérémonie de voyage, là, un dimanche après-midi, retour de ski, beaucoup de monde sur la route. On était escortés par 2 voitures de police à l'avant, 2 voitures de police à l'arrière. Et puis à un moment, ils ont dû mettre les gyrophares pour qu'on puisse arriver à l'heure. Donc j'ai eu peur de rater ma 2e cérémonie de ces Jeux. Et voilà, on est arrivé à l'heure. Et ouais, c'était vraiment grandiose de voir tous ces athlètes défiler, de voir le show qui était proposé. On avait des petites lunchbox avant et après pour se remplir le ventre quand même. Et ouais, dans cette arène de Vérone, quand on est à l'extérieur, on se dit mais on est des gladiateurs qui rentrent du combat. C'était vraiment ça. Et puis ouais, ça a eu beaucoup d'émotions aussi pour les athlètes qui ont eu leur podium durant cette cérémonie de clôture. Donc les hommes et les femmes du 50 km libre. Je pense que ça a dû être un grand moment pour eux d'être devant tous les athlètes à ce moment-là. Et puis, est-ce que tu as pu ramener des souvenirs, des objets, ou alors on imagine bien des photos? On parle souvent de la fameuse mascotte qui était apparemment en rupture de stock absolument partout. Est-ce que tu as pu la voir ou pas? Ouais, mais moi j'espérais avoir une mascotte en faisant un podium, parce que quand on fait un podium, on recevait la petite mascotte. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et puis, ouais, au village olympique à Bormio, il n'y avait plus de mascotte disponible.
Mais oui, ce qui est impressionnant, ce qui était particulier durant ces Jeux Olympiques, après il paraît que c'est le cas tout le temps, c'est les échanges de pins. Oui. Donc chaque athlète de chaque nation reçoit 25-30 pins en fonction des nations. Et donc le but, c'est de les échanger pour avoir les pins les plus rares ou les pins les plus beaux des différentes nations. Et donc c'était vraiment... Et tu as pu échanger beaucoup de pins? Oui, j'ai mon accréditation avec moi dans ma valise, mais oui, j'ai... Tu nous la montreras tout à l'heure si on a J'ai l'occasion. 30 ou 40 pins différents de différentes nations. Puis même les bénévoles, ou même là, j'ai une photo d'un fourgon de police avec 2 policiers qui s'arrêtent pour me demander si on peut pas échanger des pins. On a l'impression qu'on deal de la drogue, mais non, la C'est drogue des des pins. JO, c'est les pins. Et encore à la cérémonie de clôture hier, voilà, moi j'avais tous les pins des nations qui étaient en ski alpinisme parce que c'était facile pour moi d'échanger Oui. avec eux. Mais à la cérémonie de clôture, il y avait des nations qu'on n'a pas en ski alpinisme. Du coup, j'ai échangé avec l'Estonie, j'ai échangé avec l'Inde. Voilà, il y a Et plein quel est le plus beau pins du coup de ta collection? De ma collection, il y en a pas mal qui sont très beaux. J'aime beaucoup le pins américain. L'allemand aussi est très chouette. Et puis, ouais, l'allemand est vraiment, vraiment très sympa. Le belge, c'est pas le plus beau, mais il est assez rare vu qu'on n'est pas trop d'athlètes. Du coup, il est quand même demandé. Ah, il a demandé. Cette première au JO, donc pour le ski alpinisme, a fait parler beaucoup. Il y avait le sprint et le relais mixte aux épreuves, comme tu l'as dit, mais pas de vertical ni d'individuel, que certains considèrent comme l'essence du sport. Est-ce que tu peux rapidement expliquer un peu les différences entre ces disciplines? Enfin, pas les disciplines, entre ces courses. Oui, entre ces disciplines, clairement. Le sprint et le relais mixte, vous les avez vus aux Jeux Olympiques. Donc le sprint, c'est une boucle d'environ 3 minutes avec un peu un condensé de tout ce qu'il faut savoir faire techniquement en ski alpinisme. Donc mettre les skis sur le sac, retirer les skis du sac, retirer les pots, descendre, monter, faire des conversions. Voilà, c'est vraiment un peu un condensé de 3 minutes de tout ce qu'il faut savoir faire en ski alpi. Le relais mixte, c'est à peu près la même chose, mais avec une femme et un homme qui se relaient. La verticale, c'est une seule montée sur piste, mass start. On part tous en même temps, le premier en haut. Et qui dure en général un peu plus long. 20-30 minutes. C'est des montées qui font entre 500 et 700 mètres de dénivelé. Voilà, c'est le plus gros moteur gagne. Voilà, il n'y a pas d'aspect technique, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de transition. C'est vraiment le premier en haut gagne. Et après, on a la course individuelle qui a lieu en grande majorité hors piste, qui est une succession de montées et descentes dans des parcours qui ont été tracés à l'avance, mais hors piste. Et donc les montées, les descentes, les parties à pied, donc en portage, ont lieu hors piste également. Et cette course-là, elle fait généralement entre 1200 ou 1400 mètres de dénivelé et 1800 mètres de dénivelé. Et elle est répartie sur entre 4 et 7-8 montées. Et ça nous prend entre 1h15 et 1h40 en fonction des parcours. Et c'est celle-ci que vous espérez voir en 2030 aux Jeux Olympiques? Ouais, initialement, on devait aussi l'avoir déjà à Bormio, mais le CIO est un peu revenu sur sa décision après avoir annoncé qu'il y aurait le sprint, le relais mixte et l'individuel. Donc on espère avoir l'individuel clairement en 2030. D'après les rumeurs qu'on entend sur le circuit, c'est sur la bonne voie. D'autant plus que les Français ont fait des bons résultats en ski alpinisme. Donc, Ils ont tout intérêt. le comité des Jeux des Alpes françaises 2030 a tout intérêt à rajouter une discipline en plus dans ce sport. Et toi qui participes à plusieurs disciplines, qu'est-ce que tu en penses? T'es d'avis qu'il faut Ah oui, promouvoir en ça? plus, il y a 2 disciplines en ski alpinisme au jeu. Au mieux c'est, au mieux ça peut répondre aux qualités de chacun des athlètes. Parce qu'il y a vraiment des athlètes qui se spécialisent dans une discipline ou dans les disciplines plus, en sprint, au relais mixte ou en vertical individuel. Donc ce serait chouette que chacun des athlètes en ski alpinisme ait la possibilité d'aller au jeu. Et puis pour le sport, ce serait bien aussi parce que voilà, notre sport, c'est avant tout les longues sorties en montagne. Oui, justement, les téléspectateurs trouvaient que ça ne représentait pas forcément le ski alpinisme qu'on connaît dans la vie de tous les jours et puis dans les randos parcs, par exemple, à Vercors. Oui, c'est ça. On parle des JO en France en 2030. Tu seras de la partie? Ah oui, moi, je n'ai pas prévu de m'arrêter là. Une fois qu'on a goûté au JO, on se projette déjà dans 4 ans. 4 ans, c'est long, malgré tout. Mais oui, faut compter sur moi encore en 2030, 2034. Et mon coach m'a dit 2038 aussi. Donc T'as encore un petit bout devant donc, toi. ouais, j'ai
Je suis pas prêt de mettre un terme à ma carrière. Si on revient quelques années en arrière, tu es né en Belgique, tu es arrivé ici en Valais à Vercorin durant ton adolescence. Comment tu découvres le ski alpinisme? Oui, bonne question. Donc, je suis arrivé à Vercorin quand j'avais 10 ans. Assez rapidement, je me suis inscrit au ski club Brenta Vercorin. Et là, je faisais du slalom géant, un peu de super G de temps en temps. Et assez rapidement, l'opportunité s'est présentée pour les jeunes du ski club un peu plus âgés de découvrir le ski de randonnée avec un passionné de ski de rando de Vercorin, Gérard Lamont. Et donc, on était 4 du village à commencer comme ça, dont ma sœur et moi. Et voilà, j'ai accroché immédiatement, même si à l'époque, j'avais des gros skis, des grosses chaussures avec les grosses fixations, fixations de diamir qui bougeaient beaucoup. Donc, tu as même aimé le ski alpinisme avec ce début-là. Ouais, mais c'est vraiment j'ai toujours aimé les efforts un peu d'endurance. Et puis voilà, vraiment de pouvoir être dehors en montagne sans devoir faire la queue au pied d'un remontée mécanique, sans devoir se bousculer pour entrer dans une cabine, j'ai tout de suite apprécié. Tu le dis parfois, c'est une fierté de venir de Belgique où il n'y a pas vraiment de montagne et puis de faire de ce sport et à un tel niveau. Oui, c'est beaucoup de fierté de représenter son pays, peu importe quel pays on représente, avoir les avis de son pays, c'est toujours un grand honneur de pouvoir le faire. Et puis je suis très chanceux de pouvoir vivre de mon métier, donc d'autant plus j'ai envie de rendre fiers ceux qui me permettent de vivre. Tu as aussi la nationalité suisse. Pourquoi ce choix de représenter la Belgique? J'ai obtenu la nationalité suisse en décembre 2016, donc après 6 ans en Suisse. Quand on est jeune, on peut commencer les démarches et ça prend environ 2 ans pour avoir la nationalité. Mais j'avais déjà fait mes premiers championnats du monde en 2013. Donc j'avais déjà commencé à être identifié comme belge. J'avais joué aussi un peu médiatiquement sur cette originalité et ça me démarquait assez facilement des autres. Et puis aussi quelques sponsors qui me soutenaient parce que j'avais cette carte originale. Et puis même, j'ai toujours été quelqu'un qui aime choisir la difficulté. Les challenges, c'est ce qui m'a toujours permis de développer des nouvelles qualités et de progresser. Je pense qu'avoir choisi ce chemin difficile, c'est ce qui m'a permis d'avoir une progression linéaire durant ma carrière. Là, j'ai des concurrents qui étaient très forts, très jeunes, mais maintenant, au fur et à mesure des années, eux commencent à stagner un petit peu, alors que moi, j'ai pu franchir des paliers supplémentaires. Et pour ça, ouais, je pense que ça aurait été plus difficile d'atteindre ce niveau en choisissant directement la perfection avec l'équipe suisse. Quand tu parles de difficulté, c'est au niveau de l'encadrement et de la structure mise en place ou aussi financièrement, ouais, logistiquement. J'ai eu la chance d'être encadré pendant plusieurs années par l'équipe suisse. Donc sur les compétitions, j'étais vraiment intégré dans l'équipe suisse. Je leur payais ce que je leur coûtais, mais voilà, les briefings étaient donnés par les coachs. Les coachs suisses me ravitaillaient sur le parcours, ils préparaient mon matériel, ils conduisaient, j'étais avec eux dans le bus pour aller sur les compétitions. Donc ça, c'était vraiment aussi génial. J'ai aussi beaucoup appris grâce à eux. Et puis aussi beaucoup d'athlètes suisses qui sont dans l'équipe suisse actuellement. J'ai grandi avec eux, donc ça reste des bons amis et on apprécie de s'entraîner parfois ensemble ou de faire des courses par équipe ensemble. Donc l'équipe suisse m'a proposé de faire la patrouille des glaciers avec une de leurs équipes. On y arrive. J'ai décliné la proposition, mais oui, il y a la patrouille des glaciers chaque 2 ans en Valais qui aussi motive toute la région. On parle de ton programme et puis de la suite. La saison, elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qui t'attend les championnats d'Europe? À la grande surprise de beaucoup de personnes, j'ai décidé d'arrêter ma saison de ski alpinisme. Je voulais vraiment marquer la fin de ce chapitre JO. Ça fait 2-3 ans où j'ai les JO tous les jours en tête. Et donc déjà, il y a 2 semaines et demie, j'ai pris la décision avec mon staff proche que j'arrêterai ma saison après les Jeux. J'aurais été motivé à continuer si j'avais vraiment des solides chances de gagner le classement général à la Coupe du Monde. J'ai fait 3 fois 2e ces 3 dernières saisons. Et donc voilà, j'aurais été motivé à continuer si vraiment je sentais que cette année c'était la bonne pour être premier. Et puis malheureusement, l'annulation d'un sprint en Andorre et un mauvais résultat en Espagne compromettent vraiment mes chances de gagner le général. Donc voilà, j'arrête ma saison maintenant, je fais une petite pause et ensuite je passerai au trail. J'ai des gros objectifs en trail cet été. Vu que je termine ma saison de ski plus tôt, il y a des courses
que je peux faire plus tôt aussi, et que j'avais pas l'occasion de faire ces dernières années, comme Zegama en Espagne. Et puis aussi, j'ai envie de franchir un petit cap dans les distances que je fais en trail. Jusqu'à présent, je me limitais à la distance marathon. Et là, je veux passer plus proche des 50 km. Donc j'ai plusieurs courses de 50 km et presque 60 qui m'attendent cet été. Et c'est lesquels que tu as vraiment coché dans l'agenda de trail? C'est Zegama et OCC. Et ça, c'est quand, si on peut suivre? Zegama, c'est mi-mai. OCC, c'est fin août. Mais entre tout ça, il y aura Sierzinal, évidemment. Il y aura les championnats d'Europe de course en montagne en Slovénie, début juin. Les championnats de Belgique aussi, fin avril. Et une autre course de 50 km fin juin. Soit en Andorre, soit en France. À voir. Donc, pas de patrouille. C'était la question. Pas de patrouille, non, malheureusement. On va revenir, on va encore s'intéresser à toi via des photos qu'on a retrouvées sur ton compte Instagram. D'accord. Il faut que tu nous les décrives justement à Sierzinal. La première, c'est Sierzinal avec la mascotte Bouki. Oui, Sierzinal, c'est vraiment ma course de cœur. Depuis de ma chambre à Vercorin, je vois tout le parcours, presque tout le parcours. Je vois le parcours de Ponchette à Nava. Donc chaque matin, quand je me réveille et que j'ouvre les rideaux, j'ai ce parcours en face de moi qui me rappelle qu'il y a cette course. Et donc, dès mon arrivée en Suisse, cette course m'a tout de suite captivé, passionné. Et puis un peu comme la patrouille des glaciers l'hiver chaque 2 ans. Sierzinal, le Val d'Anivier vit pour Sierzinal aussi chaque été. Et donc, c'est une course qui est à mon calendrier chaque année, en tout cas pour les 20 prochaines années. Mais c'est une course qui me résistait jusqu'à présent. J'avais jamais des bonnes sensations ce jour-là. J'étais chaque fois un peu fatigué, ou chaque fois je tombais malade quelques jours avant. Et là, pour la première fois cette année, 2025, j'ai fait une course dont j'étais fier. J'avais vraiment cet objectif de passer sous les 2h40. Et 2h31 là, je fais 2h39 et 45 secondes. Donc, j'étais juste en dessous des 2h40, mais voilà, pour moi, ça me suffisait. Et voilà, c'était beaucoup d'émotions aussi à l'arrivée. Et pour la prochaine édition, c'est plutôt un objectif précis ou du plaisir? Non, toujours objectif précis. C'est ce qui me motive à m'entraîner dur et à mettre toutes les choses en place pour réussir. Donc oui, l'objectif, ce sera de faire mieux que mon chrono 2025. Un chiffre précis ou... Il y a le record belge. Donc il y a le record de la course, évidemment. Et puis après, chaque nation a ses propres records nationaux. Et le record belge, c'est 2h38 et 46 secondes, sauf erreur. Donc je suis à 1 minute de ce record belge et qui date des années 80. À cette époque-là, Yann Sebil, un Belge qui maintenant a, je ne sais même pas son âge, avait fait 2e et 3e de 2 années à Sierzinal. Et voilà. En 2h39 à l'époque, on pouvait sur le podium. Maintenant, j'avais fait 17e avec ce chrono-là. Donc le niveau clairement a augmenté. Mais voilà, si je peux être le meilleur athlète belge de tous les temps sur ce parcours, ce serait quelque chose que je prendrais avec plaisir. On te souhaite tout le bon pour ça. Mais on va passer à la prochaine image. Mimi et Naya. Mimi, c'est la maman et Naya, c'est la fille. 2 de mes partenaires d'entraînement les plus fidèles. Je me réjouis de les retrouver aussi tout à l'heure quand je rentre chez moi. Mais oui, elles apportent beaucoup de vie à mon quotidien. T'arrives à les semer ou elles te sèment encore? Ça dépend. Naya, là, en haut à gauche, non, elle est infatigable. Tous les matins, mon père fait 1000 mètres de ski de rando avec elle qui le tire. Et Mimi, la maman, elle fatigue un petit peu quand même. Du coup, je fais des entraînements de maximum 1 heure avec elle, mais dès qu'elle voit une marmotte ou un écureuil, c'est inarrêtable. Inarrêtable, là. Retrouve la pêche. Et puis pour la dernière image... Oui, ça c'est l'été passé à Alquezar en Espagne. 1 semaine avant Sierzinal, ma copine m'avait proposé de me joindre à elle pour une fête de famille qu'ils organisaient là-bas. Et puis j'avais trouvé que ça une bonne idée de couper juste avant la course, de penser à autre chose et de ne pas être dans le stress de la course déjà 10 jours avant. Et puis c'est peut-être ça qui a payé. Donc là, on fait du canyoning. Avec jusqu'à 5-6 mètres, j'étais d'accord de sauter, mais plus haut, je me sentais un peu moins à l'aise. Mais oui, c'était une agréable journée. Maintenant que ta saison de ski alpinisme est terminée, est-ce que tu vas avoir un peu de temps pour partir en vacances et profiter Bonne question. J'ai encore rien prévu.
Ma copine habite à Annecy, elle travaille là-bas, donc je vais certainement la retrouver là-bas. Et à Annecy, je pourrais facilement aussi me préparer pour ma saison de trail, vu qu'il y a moins de neige qu'à Vercorin. Mais à voir ce que je fais. Je ne sais pas encore tout est possible. Te le dira. L'émission, elle touche déjà à sa fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec tes bagages droit de Milan pour répondre à nos questions. On te souhaite une belle préparation. Pas de fin de saison, mais une belle préparation pour tes objectifs en trail. Et quant à vous, à la maison, vous avez la chance de remporter plusieurs lots en répondant à la question suivante sur quiz.lenouveliste.ch. Qui a remporté la descente olympique en 2010 ? Est-ce qu'il s'agissait de Pirmin Zurbriggen, Didier Defago ou Roland Colomba ? Nous vous souhaitons bonne chance. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents sur les pistes. À tout bientôt. Let's begin again. Let's get back to where we started. When there was talk of getting older, I'll be waiting by the water. Let's start over. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valley. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.